H.G. Wells, d'abord, c'est un auteur prolifique en science-fiction. Tout le monde connaît H.G. Wells, sans peut-être pouvoir mettre un nom, mais les films comme L'Homme Invisible, La Machine à remonter le temps, La guerre des mondes, le dernier film, la dernière version de La guerre des mondes, c'est avec Tom Cruise. Bien, tout ça, c'est H.G. Wells. C'est un peu si je puis dire, le Jules Verne. Jules Verne anglais. Et il a eu vraiment un impact parce qu'il était, d'une certaine manière, un prophète. Il s'est projeté dans l'avenir pour décrire un monde idéal, mais un monde unifié, un nouvel ordre mondial d'ailleurs. Et par exemple, un impact, c'est l'exemple de La guerre des mondes, où le fameux cinéaste américain Orson Welles a repris en 1938, je crois, une sorte de parodie radiophonique où il a fait croire au peuple américain qu'il y avait une invasion de Martiens. Hanging close to the Earth of extreme density, nature unknown. No sign of heat ray. Enemy now turns east, crossing Passaic River into the Jersey marshes. Another straddles the Pulaski Skyway. Evident objective is New York City. They're pushing down a high-tension power station. The machines are close together now, and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. A 1,000 yards, and we'll be over the first. Et directement à la radio, et pendant un certain temps, pendant quelques heures, ça a été fait le soir, la nuit, les Américains ont cru qu'il y avait une invasion de Martiens, ça a créé une panique. Donc tout ça, c'était Wells à l'origine. Donc c'est un homme qui a marqué son époque parce qu'il avait une vision mondiale d'un monde unifié, d'un monde organisé, et ses livres qui étaient apparemment de la science-fiction, en fait, était, annonciateur d'un monde nouveau. Par exemple, un de ses tout premiers livres, L'île du docteur Moreau, qui raconte des tentatives de médecins qui font des greffes entre des animaux et des êtres humains. On a eu des films là-dessus. Alors, c'est des êtres hybrides, des monstres. Eh bien, c'est très d'actualité, puisqu'on essaye maintenant, avec des techniques atroces d'ailleurs, de faire des hybrides entre des humains et des animaux. Il y a même eu récemment une tentative, plus qu'une tentative, puisque ça a été réussi pendant quelques jours, d'un hybride être humain et un poulet. J'ai le document. Voilà. Et c'est la revue Nature du 23 mai 2018 qui a présenté le rapport, le compte rendu. Donc, ce que cette revue Nature présentait, c'était du H.G. Wells, qui lui annonçait ça en 1896 dans son bouquin L'île du docteur Moreau. C'est ça qui est épouvantable, c'est que ces choses apparemment incroyables, impossibles, eh bien, H.G. Wells, il y a un mot pour le définir, c'est le mot prophète. Mais un prophète d'un monde que j'estime affreux, puisque c'est un monde aux valeurs inversées, conduisant à une aliénation de l'homme et finalement à sa disparition. D'abord, H.G. Wells, Herbert George, c'est son prénom, certains de ses ouvrages ont été traduits en français. Mais il y a d'autres qui ont une telle importance et qui sont, j'allais dire, politiquement incorrects que ça n'a pas été traduit. Ça a été enfin fait au bout de plus de 70 ans. C'est son fameux livre sorti en 1940, janvier 1940. Le titre, c'est Le Nouvel Ordre Mondial, New World Order. Et ça a été enfin traduit en français, donc grâce aux éditions du Rubicon. Et donc j'ai eu le privilège de faire la préface de ce livre. Et pour se le procurer, il faut aller en fait sur le site du Rubicon. Alors c'est édition du Rubicon en un seul mot.com, édition plurielle, édition Rubicon en un seul bloc, Rubicon comme ça se prononce.com. Pour le moment, le livre n'est pas disponible sur Amazon. Ça, je tiens à le préciser parce que pour vraiment se le procurer, il faut aller sur le site des éditions du Rubicon. Et ça a été traduit enfin en français au bout de 70 ans. Mais on peut expliquer un tel retard parce que quand on parle par exemple de l'île du docteur Moreau, avec ses combinaisons, un côté fantastique, hommes-animaux avec des greffes, ça peut être traduit et diffusé dans différentes langues. Là, son livre,
de 1940, Nouvel Ordre Mondial. C'est un projet politique et religieux colossal et terriblement dérangeant. Et là, il y a à la fois de la part des Français, soit une incompréhension, et pour certains, une compréhension du sujet, mais on ne veut pas que ça soit connu du peuple français. Et c'est tout à l'honneur des éditions du Rubicon d'avoir enfin traduit en français cet ouvrage de 1940 qui est d'une terrible modernité. Entre autres, il permet de comprendre les rivalités entre le monde occidental et le monde russe. C'est-à-dire que ce que décrit Wells en 1940, c'est exactement les mêmes problèmes, avec la technique en plus, des rivalités entre l'Occident, pour faire court, la City et Wall Street, et le monde russe avec Poutine, et avec en arrière-fond la Chine. C'est très moderne. L'ouvrage de Wells, d'H.G. Wells, Nouvel Ordre Mondial, n'est pas une fiction. C'est un projet politique spirituel, scientifique. Et Wells ne fait que reprendre une longue tradition séculaire de projets déjà énoncés par Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantique, un ouvrage qui date de 1627, ou bien Utopia de Thomas More, 1516. Donc c'est pas une fiction, c'est un projet. Et vous avez eu, à peu près à la même époque de Wells, des auteurs comme Orwell, 1984, et Huxley, qui ont présenté, avec par exemple Le Meilleur des Mondes d'Huxley, des projets similaires. Mais simplement, Aldous Huxley, lui, il promeut un programme similaire à celui d'H.G. Wells. En revanche, Orwell, avec son 1984, il dénonce. Mais toutes ces personnes avaient parfaitement saisi qu'il y avait des élites politiques, financières, scientifiques du monde anglo-saxon, essentiellement du monde anglo-saxon, avec les élites juives, parce qu'il faut le dire, et c'est pas une obsession, mais ces personnes jouent un rôle, je parle des élites rabbiniques évidemment, qu'il y avait un projet ancien et qui peu à peu a pris forme en raison de l'évolution technique des sciences qui permettait de mettre en pratique des choses qui étaient techniquement impossibles au XVIIIe siècle. Et Huxley a présenté un modèle qui va de pair avec le projet de Wells. En revanche, Orwell, lui, il a dénoncé. Mais quand Orwell présente le projet d'Océania, Eurasia et Stasia, ce sont des choses similaires qu'on voit aujourd'hui avec l'Union économique eurasienne de Poutine, l'Union nord-américaine qui devrait voir le jour, mais là on est dans la zone de préparation. Va-t-elle aboutir? Ça, 3 points de suspension. À titre personnel, je sais que ça va échouer parce que c'est la tour de Babel. Après, vous direz à quel moment. Bon. Donc on voit qu'il y a des personnes tout à fait, lucides. Et le drame, et en particulier dans le monde français, c'est, sauf évidemment quelques personnes qui avaient parfaitement compris, et je pense à des personnes comme Monseigneur Gaume, Monseigneur Join, comme Monseigneur Delassus, Yann Moncomble, Pierre Virion, Jacques Bordiot, c'est-à-dire des religieux, mais aussi des laïcs, et j'oublie d'autres noms, qui avaient parfaitement pigé l'évolution, la finalité du Nouvel Ordre Mondial. Les Français, par paresse, n'ont pas compris que notre pays, depuis 1789, est engagé dans cette voie-là. Alors, ça ne se voyait pas au XIXe siècle, pour la plupart, pas vraiment durant la première moitié du XXe siècle, un peu plus deuxième moitié, mais alors là, depuis le début du XXIe siècle, les choses s'accélèrent. Et même les Français qui n'ont pas une grande culture sentent qu'il y a des bouleversements, parce que les choses vont au galop. Et l'intérêt du livre d'H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial, lui-même héritier d'une longue tradition ésotérique et de projets mondialistes, kabbalistes, tout ce que vous voulez, c'est de montrer que le projet qu'il avait présenté en 1940, on y est. On y est, mais vraiment, on est sur le seuil de la porte. Il n'y a plus qu'à faire drink et rentrer. Voilà. Alors le livre donc d'H.G. Wells, Nouvel Ordre Mondial, donc aux éditions du Rubicon, éditionsdurubicon.com, la couverture est révélatrice, puisque c'est un loup recouvert d'une peau d'agneau et qui tient une colombe dans une main et dans l'autre le globe terrestre. Pourquoi un loup recouvert d'une peau d'agneau? C'était le logo
de la Société Fabienne, la Fabian Society, créée en 1884, dont l'objectif c'est de favoriser la fusion du capitalisme et du socialisme dans le cadre d'un monde unifié, d'une population mélangée et métissée. Et compte tenu que c'était un loup recouvert d'une peau d'agneau, il y avait un côté quand même révélateur de l'esprit, parce que dans l'esprit de la société fabienne, l'objectif pour aboutir à cet idéal de monde unifié, mélangé, métissé, etc., c'est d'y aller lentement, progressivement. Vous savez, la meilleure des méthodes, c'est pas la méthode, j'allais dire grosse Bertha, non, c'est un programme étalé sur des générations où tout doucement on y va. Et donc de ce côté loup recouvert d'une peau d'agneau, le côté agneau qui présente la douceur, une certaine tranquillité, mais le côté carnassier du loup, vengeur et qui d'un coup de dent vous règle votre sort, c'est révélateur de l'esprit de la société fabienne. Donc ils ont compris par prudence, par tactique qu'il fallait modifier. Depuis leur nouveau logo, c'est une tortue. Mais le projet, lui, il n'a pas bougé. Alors, H.G. Wells, lui, il a fait partie de la société fabienne, qui a été donc créée en 1884, mais courte période, 1903-1908. Il est toujours resté plus ou moins fidèle à ses idées, mais il y avait des rivalités internes, comme toute création humaine. À ma connaissance, Orwell n'en faisait pas partie, à première vue, je ne crois pas. Aldous Huxley, je ne sais plus s'il en faisait partie, en revanche, il en avait un esprit, l'esprit tout à fait acquis. Je rappelle que Aldous Huxley est le petit-fils de Thomas Huxley, qui était professeur de biologie, darwinien, eugéniste, et ce Thomas Huxley, qui est mort en 1895, a eu un étudiant qui a sympathisé. Cet étudiant, acquis au darwinisme, acquis à l'évolution, à l'eugénisme, cet étudiant s'appelait H.G. Wells. Donc on voit ces générations précédentes qui refilent le flambeau de la science, si je puis dire, mais de l'esprit mondialiste, à de jeunes pousses. Et parmi ces jeunes pousses prometteuses, il y en avait une qui s'appelait Herbert George Wells, qui lui aussi a, par ses livres, par ses conférences, diffusé le poison mondialiste. Et il est mort en 1946, mais le poison continue. Il a été un maillon très important. Il y a une chose qu'on peut affirmer, que ça soit Wells, H.G. Wells, Orwell et Aldous Huxley, ils connaissaient tous évidemment la société fabienne, son esprit, ses buts, sa psychologie. Orwell, d'après ce que je sais, lui, s'opposait à ce projet-là. Il n'empêche que, si je m'abuse, Orwell était à un moment donné communiste. Bon, il n'avait pas tout pigé, parce que le communisme a été une des branches du mondialisme. Le mondialisme, il fonctionne comme une tenaille. Pour que la tenaille fonctionne, il faut deux manches. Et pour que la tenaille puisse fonctionner, comme les mâchoires supérieures et inférieures. Et dans ces cas-là, on se rend compte que Orwell n'avait pas tout flairé. Il n'avait pas compris qu'il faisait partie d'une des branches de la tenaille. Bon. Mais tous connaissaient évidemment l'existence de la société fabienne, de son influence et du rôle moteur qu'elle jouait dans la mise en forme du nouvel ordre mondial, en sachant qu'il faut y ajouter aussi d'autres mouvements qui vont jouer, comme le CFR, comme Chatham House, qui sont des instituts organismes de politique étrangère, qui sont des moteurs essentiels pour la promotion du nouvel ordre mondial. Alors, il faut savoir que donc, ce livre d'H.G. Wells, Nouvel Ordre Mondial, aux éditions du Rubicon, va être classé dans une collection, la collection Influence. Et c'est donc le premier ouvrage, il y en aura d'autres évidemment qui vont venir s'y ajouter. Et je peux affirmer que cette maison d'édition du Rubicon est animée par des personnes qui ont une sérieuse formation en politique, en histoire, en intelligence économique, renseignement, et donc ce ne sont pas des farfelus. Ils connaissent les coulisses du monde, avec les influences en tout genre, les influences financières, les rivalités, les factions oligarchiques. Et par conséquent, cette collection Influence va peu à peu accumuler des ouvrages d'auteurs sérieux, méconnus, ou voire même carrément inconnus du public francophone. Et donc ça va permettre de véritablement connaître qui fait quoi, les origines
et la finalité du projet du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, si on avait à le définir, c'est un messianisme. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une réorganisation de la planète pour des choses matérielles, c'est-à-dire recomposition de territoires, d'entités administratives, régionales, puis au niveau de chaque continent, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le monde américain, et chaque bloc continental réuni au sein d'une gouvernance mondiale, donc avec toute une régulation financière, politique, etc. Le tout coiffé par des préceptes spirituels et messianiques, apocalyptiques, parce que pour aboutir à cet idéal, il faut un chaos, et ordo ab chaos, une sorte de délivrance, une destruction libératrice, titre du livre de H.G. Wells sorti en 1914, qui annonce beaucoup de choses, pour aboutir donc à un couronnement qui est un messianisme en faveur, et là je reprends les propos officiels des élites rabbiniques, permettant la gloire d'Israël et la remise à l'honneur d'un modèle que le catholicisme a, pour le moment, étouffé. Voilà. Plus depuis Vatican II maintenant, mais c'est ça, le nouvel ordre mondial, c'est un messianisme, remise à l'honneur de la gloire d'Israël, qui doit retrouver sa primauté qu'elle avait perdue avec l'arrivée du christianisme. Les personnes que l'on voit sont des outils de très haut vol. Les vrais dirigeants ne les voient pas. Il y a même une expression pour les désigner, on les appelle les supérieurs inconnus. C'est l'expression, elle n'est pas de moi, ça date. Les Anglais, le monde anglo-saxon qui est tombé dans le protestantisme, a fait alliance via Cromwell au XVIIe siècle avec la finance juive qui à l'origine était aux Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies à l'époque, et sous la direction de Menasseh ben Israël, il y a eu un accord entre la communauté juive, la finance juive hollandaise et Cromwell, puritain, pour que cette communauté juive hollandaise s'installe en Angleterre, la City de Londres, et être le fer de lance d'un idéal, les Anglais n'étant que les outils dans cette histoire pour établir une suprématie, un ordre voulu par les élites juives, comme c'est écrit dans le Talmud. C'est pas moi qui utilise des mots désagréables pouvant choquer certains. Il y a une volonté, le Talmud le dit, de rétablir la gloire et la prééminence du monde juif. Loin de moi l'idée de vouloir choquer. J'ai toujours aimé cette phrase de Jean de La Fontaine qui disait « L'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité ». Les faits ont un sens, il faut s'appuyer sur eux, il faut les sourcer pour montrer qu'on n'invente rien. Et tout l'intérêt du livre de H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial aux éditions du Rubicon, c'est de rappeler qu'il y a un projet ancien qui s'accélère avec le développement de la technique et qu'arrivé en 2018, on se rapproche de plus en plus de la mise en forme de cet idéal. On peut simplement espérer, et je dirais même avoir la certitude que ce projet de nouvel ordre mondial connaîtra le même sort, celui de la Tour de Babel.